Chapitre 5. Il était encore de bonne heure lorsque je fus réveillée par des voix qui s'élevaient avec véhémence dans mon antichambre. Je prêtai l'oreille. Bindel défendait ma porte. Rascal jurait qu'il ne recevrait point d'ordre de son égal et prétendait entrer malgré lui dans mon appartement. Bindel lui représentait avec douceur que ses propos, s'ils parvenaient à mon oreille, le feraient renvoyer d'un service auquel le devait attacher son propre intérêt. Rascal le menaçait de porter la main sur lui s'il s'obstinait plus longtemps à lui barrer le passage. Je m'étais habillée à demi. J'ouvris ma porte avec colère et m'avançai vers Rascal en l'apostrophant. « Que prétends-tu, misérable ?» Il recula d'un pas et me répondit avec le plus grand sang-froid. « Vous suppliez humblement, monsieur le comte, de me faire voir enfin votre ombre. Tenez, le plus beau soleil luit maintenant dans votre cour. » Je demeurai immobile et comme frappé de la foudre. Il se passa quelque temps sans que je retrouvasse l'usage de la parole. Comment un valet peut-il, vis-à-vis de son maître? Il m'interrompit. Un valet peut être fort honnête homme et ne pas vouloir servir un maître qui n'a pas d'ombre. Donnez-moi mon congé. Il fallait changer de ton. Mais, Rascal, mon cher Rascal, qui t'a pu donner cette malheureuse idée? Comment peux-tu croire? Il continua comme il avait commencé. Il y a des gens qui prétendent que vous n'avez point d'ombre, et, en un mot, vous me montrerez votre ombre ou vous me donnerez mon congé. Bindel, pâle et tremblant, mais avec une présence d'esprit que je n'avais plus, me fit un signe, et j'eus recours à la puissance de mon or. Il avait perdu sa vertu. Rascal jeta à mes pieds celui que je lui offris. Je n'accepte rien d'un homme sans ombre. Il me tourna le dos, enfonça son chapeau sur sa tête, et sortit lentement en sifflant son air favori. Bindel et moi, nous restâmes pétrifiés et le regardâmes sortir, stupéfaits et immobiles. Enfin, la mort dans le cœur, je me préparais à dégager ma parole et à paraître dans le jardin de l'inspecteur comme un criminel devant ses juges. Je descendis sous l'épais berceau de verdure auquel on avait donné mon nom et où l'on devait m'attendre. Ce jour-là, la mère revint à moi, le front serein et le cœur plein d'espérance. Mina était assise, belle et pâle comme la neige légère qui vient quelquefois en automne surprendre les dernières fleurs. L'inspecteur, une feuille de papier écrite à la main, se promenait à grands pas. Il semblait se contraindre avec effort. La rougeur et la pâleur se succédaient sur son visage, et sa physionomie, d'ailleurs peu mobile, trahissait l'agitation de son âme. Il vint à moi et, s'interrompant à diverses reprises, me témoigna le désir de m'entretenir en particulier. L'allée dans laquelle il m'invitait à le suivre conduisait à une plateforme ouverte et éclairée par le soleil. Je me laissai tomber, sans lui répondre, sur un siège qui se trouvait là, et il se fit un long silence.
L'inspecteur, cependant, continuait à parcourir le bosquet à pas inégaux et précipités. S'arrêtant enfin devant moi, il regarda encore le papier qu'il tenait à la main. Puis, me fixant d'un regard perçant, il m'adressa cette question. « Serait-il vrai, monsieur le comte, qu'un certain Pierre Schlémil ne vous fût pas inconnu ?» Je gardai le silence et il continua. Un homme d'un caractère distingué, de vertus singulières. Il attendait une réponse. « Eh bien, lui dis-je, si c'était moi. » Un homme, s'écria-t-elle, qui a perdu son ombre. « Oh, mes funestes pressentiments !» s'écria Mina. « Oui, je le sais depuis longtemps, il n'a point d'ombre. » À ces mots, elle se jeta dans les bras de sa mère, qui, pleine d'effroi, la serra contre son sein, lui reprochant d'avoir pu taire cet horrible mystère. Elle était, comme Aréthuse, changée en une fontaine de larmes, qui redoublait au son de ma voix, accompagnée de sanglots convulsifs. « Et vous avez eu l'impudence, reprit le forestier furieux, de tromper, ainsi que moi, celle que vous prétendiez aimer, celle que vous avez perdue. Voyez-la, contemplez votre ouvrage, malheureux que vous êtes. » J'étais tellement troublée que mes premières paroles ressemblèrent à celles d'un homme en délire. Je balbutiais qu'une ombre n'était à la fin qu'une ombre, qu'on pouvait s'en passer, et que ce n'était pas la peine de faire tant de bruit pour si peu de choses. Mais je sentais parfaitement moi-même le peu de fondement et le ridicule de ce que je disais, et je cessai de parler sans qu'il eût daigné m'interrompre. « Oui, j'ai perdu mon ombre, ajoutai-je alors, mais je puis la retrouver. » Il m'interpella d'un ton menaçant. « Dites-le-moi, monsieur, comment avez-vous perdu votre ombre ?» Il me fallut de nouveau mentir. « Un jour, lui dis-je, un malotru marcha dessus si lourdement qu'il y fit un grand trou. Je l'ai donné à raccommoder, car que ne fait-on pas pour de l'argent? On devait me la rapporter hier. »« Fort bien, monsieur, reprit l'inspecteur des forêts. Vous recherchez la main de ma fille. D'autres y aspirent comme vous. C'est à moi, en qualité de père, de décider de son sort. Je vous donne 3 jours pour chercher une ombre. Si d'ici à 3 jours vous vous présentez devant moi avec une ombre qui vous aille bien, vous serez le bienvenu. Mais, je vous le déclare, le 4e, ma fille sera l'épouse d'un autre. » Je voulus essayer d'adresser encore quelques paroles à Mina, mais elle se cacha en sanglotant dans le sein de sa mère, et celle-ci, me repoussant du geste, me commanda de m'éloigner. Je sortis en chancelant du jardin, et il me sembla que le paradis se fermait derrière moi, et que j'étais poursuivi par l'épée flamboyante de l'ange des vengeances. Échappé à la vigilance de Bindel, je me jetai dans la campagne et parcourus au hasard les bruyères et les bois. Une sueur froide découlait de mon front. De sourds gémissements sortaient du fond de ma poitrine. Un affreux délire m'agitait. J'ignore combien de temps pouvait s'être écoulé lorsque, sur la pente d'une colline, éclairée des rayons du soleil,
je me sentis arrêtée par la basque de mon habit. Je me retournai. C'était l'homme en gris qui paraissait m'avoir poursuivi à perte d'haleine. Il prit sur-le-champ la parole. « Je vous avais annoncé mon retour pour aujourd'hui, mais vous n'avez pas eu la patience de m'attendre. C'est égal, rien n'est encore perdu. Vous suivrez mon conseil, vous rachèterez votre ombre que je vous apporte et retournerez sur le champ sur vos pas. Vous serez le bienvenu dans le jardin de l'inspecteur, et tout ce qui s'est passé n'aura été qu'une espièglerie. Quant à Rascal, qui vous a trahi et qui vous supplante auprès de votre maîtresse, j'en fais mon affaire. Le scélérat est mûr. » Je crus rêver, annoncer son retour pour aujourd'hui. J'y réfléchis de nouveau. Il avait raison. Je m'étais constamment trompée d'un jour dans mon calcul. Ma main cherchait la bourse dans mon sein. L'homme en habit gris devina ma pensée et, reculant de 2 pas, dit « Non, monsieur le comte, elle est en de trop bonnes mains. Conservez-la. » Je l'interrogeai d'un regard fixe et étonné. Il poursuivit. « Je ne demande qu'une légère marque de votre souvenir. Vous voudrez bien me signer ce billet. » Le parchemin contenait ces mots. « Je, sous-signé, lègue au porteur du présent mon âme après sa séparation naturelle de mon corps. » Muet d'étonnement, je considérais tour à tour et le billet et l'inconnu. Il avait cependant recueilli sur ma main, avec le bec d'une plume nouvellement taillée, une goutte de sang qui coulait des blessures que les épines m'avaient faites, et il me la présentait. « Qui donc êtes-vous ? lui dis-je à la fin. « Que vous importe ? me répondit-il. « Et d'ailleurs, ne le voyez-vous pas ? Je suis un pauvre diable, une espèce de savant, de physicien, qui, pour prix de tout mal qu'il se donne à servir ses amis, n'est payé par eux que d'ingratitude, et n'a d'autre amusement dans ce monde que celui qu'il prend à ses expériences. Mais signez donc, là, au bas de l'écriture, Pierre Schlemihl. » Je secouai la tête et lui dis « Pardonnez-moi, monsieur, je ne signerai pas. »« Vous ne signerez pas ?» reprit-il avec l'expression de la surprise. « Et pourquoi pas ? Mais, lui dis-je, il me semble que c'est une chose qui mérite au moins réflexion. Racheter mon ombre au prix de mon âme. »« Ah !» reprit-il en partant d'un grand éclat de rire. « Une chose qui mérite réflexion. Mais oserais-je vous demander, monsieur, ce que c'est que votre âme ? L'avez-vous jamais vue ? Et que comptez-vous en faire quand vous serez mort ? Estimez-vous heureux de trouver un amateur qui, de votre vivant, mette aux legs de cette X algébrique, de cette force galvanique ou de polarisation, de cette entéléchie, de cette sotte chose, quelle qu'elle soit, un prix très réel, le prix de votre ombre, auquel sont attachés la possession de votre maîtresse et l'accomplissement de tous vos vœux. Ou voulez-vous plutôt la livrer vous-même, la pauvre Mina, aux griffes de cet infâme Rascal ? Venez, je veux vous le faire voir de vos propres yeux. Je vous prêterai ce bonnet de nuage. » Il tirait alors quelque chose de sa poche. « Et nous irons, sans qu'on nous voie, faire un tour au jardin de l'inspecteur. » Je l'avouerai,
J'étais humiliée d'entendre cet homme rire à mes dépens. Il m'était odieux, je le haïssais de tout mon cœur, et je crois que cette antipathie naturelle contribua plus que mes principes ou mes préjugés à me faire refuser la signature qu'il me demandait pour prix de mon ombre, quelque nécessaire qu'elle me fût en ce moment. Rien au monde n'aurait pu m'engager à faire dans sa compagnie le pèlerinage qu'il me proposait. Voir entre moi et mon ami, entre nos cœurs déchirés, ce hideux rieur aux écoutes et endurer cette moquerie. Cette idée me révoltait. Elle bouleversait tous mes sens. Je considérais les événements passés comme une destinée irrévocable et ma misère comme consommée. Je repris la parole et lui dis : « Monsieur, je vous ai vendu mon ombre pour cette bourse merveilleuse et je m'en suis assez repenti. Voulez-vous revenir sur le marché au nom de Dieu ? » Il secoua la tête et une hideuse grimace donna à ses traits l'expression la plus sinistre. Je poursuivis : « Eh bien, je ne vous vendrai plus rien qui m'appartienne, même au prix de mon ombre, et je ne signerai pas. Vous concevrez donc, monsieur, que le déguisement auquel vous m'invitez serait beaucoup plus divertissant pour vous que pour moi. Vous recevrez mes excuses, et les choses en étant là, séparons-nous. Je suis vraiment fâchée, monsieur Schlemihl, que vous vous entêtiez sottement à refuser un marché que je vous proposais en ami. Mais je serai peut-être plus heureux une autre fois. Au revoir. À propos, il faut que je vous montre encore que je ne laisse pas dépérir les choses que j'achète, mais que j'en prends soin et que je m'en fais honneur et qu'elles ne sauraient être mieux qu'entre mes mains. » À ces mots, il tira mon ombre de sa poche et, la jetant à ses pieds du côté du soleil, en la déroulant avec dextérité, il se trouva avoir 2 ombres à sa suite, car la mienne obéissait, comme la sienne, à tous ses mouvements. Quand, après un temps si long, je revis enfin ma malheureuse ombre et la retrouvai dans cet odieux servage, alors que son absence venait de me jeter dans une telle détresse, je sentis mon cœur se briser et des torrents de larmes amères s'échappèrent de mes yeux. Cependant, l'odieux homme gris, souriant avec orgueil à sa conquête et la promenant devant mes yeux, osa me renouveler impudemment sa proposition. « Il tient encore à vous. Allons, un trait de plume, monsieur, et vous sauverez cette pauvre Mina d'entre les griffes d'un vil scélérat pour la presser avec amour sur votre sein. Allons, comte, un trait de plume. » À ces mots, mes larmes redoublèrent, mais je détournai mon visage et lui fis signe de s'éloigner. Bindel, cependant, qui, plein d'inquiétude, avait suivi jusqu'ici mes traces, arriva en cet instant. Cet excellent serviteur, me trouvant en larmes et voyant mon ombre qu'il lui était impossible de méconnaître au pouvoir de cet étrange individu, résolut sur-le-champ de me rendre mon bien. Dut-il avoir recours à la violence? Il s'adressa d'abord au possesseur et lui ordonna sans plus de discours de me restituer ce qui m'appartenait. Celui-ci, sans daigner lui répondre, tourna le dos et s'éloigna. Mais Bindel, le suivant de près et levant sur lui le gourdin d'épines qu'il portait,
lui réitéra l'ordre de remettre mon ombre en liberté. Et, comme il n'en tenait compte, il finit par lui faire sentir la vigueur de son bras. L'homme en habit gris, comme s'il eût été accoutumé à un tel traitement, baissa la tête, courba le dos et, sans mot dire, continua paisiblement son chemin sur le penchant de la colline, m'enlevant à la fois mon ombre et mon ami. J'entendis encore longtemps un bruit sourd résonner dans le lointain. Je restais, comme auparavant, seule avec ma douleur.